Bienvenue à ce webinaire présenté par l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique qui porte sur l'intelligence artificielle en santé, sujet vaste s'il en est un. Et j'ai la chance aujourd'hui, d'abord je me présente, Philippe Després, je suis co-leader de l'axe santé durable à l'Observatoire avec ma collègue Aude Motulski qui va animer le webinaire de demain. Et je suis en compagnie de deux chercheurs aussi de l'Observatoire, Martin Cousineau et Jean-Noël Nikema, qui vont nous présenter le fruit de nos travaux qui ont débuté en fait à travers une relation qu'on a développée avec le ministère de la Santé et des Services sociaux au fil du temps. Le ministère qui s'interrogeait sur la place de l'IA, comment introduire l'IA dans le réseau de la santé. Donc, au fil des mois, et maintenant, ça fait peut-être 2 ans qu'on travaille main dans la main avec le ministère, on a développé du contenu suite à des efforts de recherche, de documentation, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, 4 volets principaux qui ont été touchés. Aujourd'hui, on va toucher les 2 premiers, donc les définitions de l'IA, parce que c'est important d'avoir un langage commun quand on parle d'intelligence artificielle en santé. Donc, Martin va nous présenter ceci. Et par la suite, Jean-Noël va nous parler des usages et des promesses de l'IA en santé, sujet vaste aussi s'il en est un. Donc, on va procéder de la façon suivante. Martin va nous présenter sa partie qui va durer une vingtaine de minutes sur les définitions. Et je vous invite en fait à poser vos questions peut-être dans le chat et j'agirai comme modérateur. Et on verra là, selon le temps qui nous restera vers la fin, mais on a prévu quand même pas mal de temps pour les questions, pour pouvoir interagir avec vous. Deuxième partie, Jean-Noël va nous présenter les usages, les promesses de l'IA en santé. Encore une fois, je vous invite à poser vos questions ou vos commentaires dans la fenêtre de conversation et j'agirai comme modérateur. Donc, je pense sans plus tarder, on va y aller tout de suite dans le contenu avec Martin Cousineau, qui est professeur adjoint au département de gestion des opérations de la logistique au HEC Montréal, professeur aussi à l'Institut de valorisation des données, connu aussi sous le nom de IVADO. Il est membre du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport, donc le CIRELT, aussi membre de l'OBVIA, comme c'était mentionné précédemment, spécialisé dans les méthodes à l'intersection de la recherche opérationnelle et de l'intelligence artificielle, avec des applications à la logistique, au transport et à la santé. Donc, Martin, à toi la parole. Donc, bonjour tout le monde. Donc, dans cette première partie du webinaire, on va tenter de répondre à la question « Qu'est-ce que l'IA en santé? » Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le fruit d'une collaboration avec plusieurs membres de l'OBVIA qui sont listés ici. Puis en particulier, je voudrais souligner l'apport de travail important fait par Alexandre Coston-Gay, stagiaire postdoctoral à HEC Montréal. Donc, pour ce travail, la démarche qu'on a prise, c'était de faire une brève revue de littérature scientifique et grise sur les systèmes d'IA. Et qu'est-ce qui est ressorti de cette revue-là? C'est en particulier 2 documents qui sont particulièrement pertinents. Le premier, c'est un rapport de AI Watch pour l'Union européenne qui présente une synthèse des définitions de l'IA les plus largement adoptées à travers le monde. Donc, ils ont fait une recension des définitions de différentes organisations ainsi que dans la littérature scientifique. Ils ont identifié 65 documents au total et ils sont venus les analyser. Et le deuxième document, c'est un rapport de l'OCDE, tout récent, en 2022, qui propose un système de classification des systèmes d'IA. Puis ce système de classification-là a été développé par plus de 60 experts internationaux. Il a été aussi complémenté par une consultation publique. Okay? Donc, le gros de ce que je vais vous présenter aujourd'hui provient de ces 2 documents-là, mais ça a été aussi augmenté là, avec différentes autres ressources. Donc, avant de débuter, j'aimerais peut-être juste mettre un peu un petit peu en contexte l'IA, parce qu'on parle de l'IA aujourd'hui, mais l'IA ne date pas d'hier. En fait, les premiers fondements de l'IA tournent autour des années 1950.
Okay? Donc, ça, c'est l'origine de l'IA. Par la suite, dans les années 60, il y a eu l'introduction des dossiers médicaux électroniques. Donc, les dossiers médicaux électroniques, ce n'est pas de l'IA, mais toutefois, il faut tout de même des données généralement pour faire de l'IA. Donc, pour l'IA en santé, ben, ça a été quand même un point important là, dans l'histoire. Par la suite, dans les années 70, il y a eu l'introduction des systèmes experts, donc des systèmes qui aident au diagnostic et à la prise en charge des patients. Ces systèmes-là, malheureusement, dans les quelques années suivantes, ben, ils ont un peu perdu d'intérêt parce qu'il était assez complexe et coûteux de les maintenir. Et par la suite, on est rentré dans les hivers de l'IA, les AI Winters. Il y en a eu deux, autour des années 1974 à 1993. Okay, donc, durant cette période-là, il y a eu vraiment un ralentissement de la recherche, une diminution du financement de la recherche dans le domaine de l'IA. Par la suite, dans les années 90-2000, il y a eu comme une relancée de l'IA. En particulier, il y a eu des nouvelles avancées théoriques, en particulier en lien avec tout ce qui est l'apprentissage profond. Il y a eu davantage de données numériques disponibles là, avec l'avènement des PC et tout. Et aussi une capacité de calcul beaucoup plus grande parce qu'on commençait à utiliser dès 2009 là, les GPU pour le calcul là, pour les réseaux de neurones profonds. Donc, depuis 2010, suite à tout ça, il y a vraiment eu une accélération de la recherche et développement et des investissements en IA. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, IA, ben, à peu près tout le monde parle d'IA de nos jours. Donc, ça, c'est un bref historique très, très simplifié. Bien sûr, il y a moyen il y a beaucoup plus de choses qui sont passées, mais juste pour vous mettre un peu en contexte. Donc, quand on parle d'IA, il y a plusieurs sens potentiels là, au terme IA. Le premier sens, c'est la discipline de l'IA. Donc, l'IA, c'est quoi? C'est d'avoir une discipline à l'interface de l'informatique, les mathématiques, statistiques, génie, les neurosciences, l'éthique, la philosophie. C'est vraiment une discipline à l'interface de beaucoup de disciplines différentes. Et qu'est-ce qui a été fait par le groupe d'AI Watch? Ils ont essayé de faire une taxonomie du domaine de l'IA. Ils ont identifié différents domaines centraux okay, qui ressemblent beaucoup à différents principes de l'intelligence humaine, soit le raisonnement, la planification, l'apprentissage, la communication, la perception. Puis ils ont aussi identifié différents domaines transversaux, par exemple, comment différents systèmes d'IA pourraient communiquer ensemble, ou quelles sont les différentes questions éthiques et philosophiques qu'on pourrait se poser et tenter de répondre autour de l'IA. Okay, donc ça, c'est au niveau de la discipline, mais ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans notre discussion, quand on parle d'IA, on veut davantage parler de système. Okay? Donc ici, vous avez, disons, un bref aperçu de qu'est-ce qu'un système d'IA. Donc, un système d'IA, c'est quoi? Bien, on a différents capteurs qui viendraient percevoir notre environnement. Après avoir fait cette perception-là, bien, on obtient différents intrants ou différentes données qui peuvent être traités par la suite dans un modèle d'IA ou un algorithme. Par la suite, ce modèle-là nous sort des extrants, puis ces extrants-là nous permettent d'accomplir des tâches okay, et de venir agir sur notre environnement. Donc, autant au niveau de la perception qu'au niveau de l'action sur l'environnement, mais ça peut être fait soit par un humain, l'humain peut entrer les données, ou ça peut être fait par un capteur, par exemple. Puis au niveau de l'action, même chose, ça peut être l'humain qui regarde l'écran et qui décide de prendre action, ou l'action peut être faite automatiquement par l'intermédiaire d'un robot ou par le web ou les communications informatiques. Okay? Donc ça, c'est un très bref aperçu d'un système d'IA. Puis en fait, cette figure-là, ça correspond au cadre de classification de l'OCDE que je vais décrire plus en détail tantôt. Donc, attaquons le sujet principal, définition de l'IA. Donc, est-ce qu'il existe une définition de l'IA? En fait, il y en existe plusieurs, un très, très grand nombre, ce qui nous amène à la conclusion qu'il y a eu l'absence d'une définition commune de l'IA. Okay? Puis ça, c'est vraiment la conclusion là, du groupe AI Watch en faisant la révision de 65 grands documents définissant l'IA. Toutefois, malgré que l'absence d'une définition commune, ils ont identifié 4 principaux points communs aux différentes définitions. Ces 4 principaux points-là sont les suivants. Donc, premièrement, il y a la question de la perception de l'environnement. Donc, un système d'IA devrait être en mesure de percevoir son environnement. Par la suite, il devrait être en mesure de venir traiter
l'information et de l'interpréter par la suite. Finalement, notre système d'IA devrait être en mesure de prendre décision ou de prendre action ou, disons, d'accomplir une tâche en fonction de cette information-là. Tout ça dans le but d'un objectif spécifique. Okay? Donc, généralement, toutes les définitions d'IA vont contenir ces 4 points communs-là. Et si on avait à choisir une définition en particulier, on pourrait, par exemple, vouloir prendre la définition suivante qui a été proposée par le groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle et adoptée par le groupe AI Watch. Okay? Une définition qui contient les 4 points communs que je vous avais présentés précédemment. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? La définition est assez longue, est assez générale. Il y a sûrement beaucoup de choses qu'on pourrait entrer là-dedans et dire que c'est considéré comme de l'IA. Au final, est-ce que c'est vraiment utile? Ça serait potentiellement discutable. Donc, une autre chose qu'on pourrait faire, au lieu d'essayer de tenter de trouver une définition, ce serait de potentiellement venir catégoriser nos différents systèmes d'IA. Parce que la question principale n'est peut-être pas est-ce que c'est de l'IA ou pas, mais c'est plutôt est-ce que c'est tel type d'IA versus tel autre type d'IA qui pourrait avoir des enjeux différents, des enjeux spécifiques. Donc, de là, l'introduction du cadre de classification par l'OCDE, qui était l'image que je vous avais présentée précédemment. Donc, au niveau de ce cadre de classification-là, on a les 4 dimensions, soit le contexte, les intrants, le ou les modèles qui peuvent faire partie du système et les extrants. Donc, je vais passer juste rapidement sur le contexte, puis après ça, je vais pouvoir détailler davantage les 3 autres points du cadre de classification. Donc, au niveau du contexte, qu'est-ce qu'on veut faire avec le contexte? C'est identifier dans quel domaine le SIA est utilisé, à quel point le SIA est mature ou non, puis qui va l'utiliser et être impacté par celui-ci. Okay? Puis pourquoi on voudrait essayer de répondre à ces questions-là? C'est parce que potentiellement, ça pourrait avoir des implications éthiques ou légales ou autres importantes, tout dépendant du contexte dans lequel on est. Maintenant, au niveau des intrants ou des données, quel genre de questions on pourrait se poser pour venir catégoriser nos SIA? On pourrait parler du type de collection. Est-ce que c'est une collection qui est faite manuellement, un humain qui entre les données, ou automatisée à l'aide de capteurs, de caméras, de choses comme ça? Ça pourrait soulever différents enjeux. Au niveau de la provenance, est-ce que les données proviennent d'experts, d'actions, d'observations, de simulations ou d'agrégation de données? Encore là, ça peut avoir différents enjeux. Et par la suite, au niveau de la nature et la structure des données. Okay? Donc, est-ce que les données sont statiques ou dynamiques? Est-ce qu'ils changent dans le temps ou ils ne changent pas nécessairement dans le temps? Et en particulier, ce qui est le plus important là, au niveau des données ici, à mon avis, c'est est-ce que les données sont structurées ou non structurées? Donc, par données structurées, on entend des données, par exemple, dans une base de données relationnelle avec des champs simples, donc un genre de fichier Excel où est-ce que chacune des cellules, j'ai juste un terme, un chiffre. Et par non structuré, on entend des textes, des images, des vidéos. Puis pourquoi c'est si important? C'est parce que ça va beaucoup changer le type de modèle d'IA qu'on va venir utiliser par la suite. Il y aurait aussi la possibilité d'avoir un entre-deux des données semi-structurées, par exemple des radiographies avec du texte structuré qui viendrait décrire ce qu'on retrouve dans la radiographie. Fait que ça serait aussi une autre possibilité. Puis ici, ces autres données-là, on appelle ça ici des métadonnées. Fait que ça, c'est au niveau des intrants ou des données. Par la suite, le modèle d'IA ou les modèles d'IA vont venir utiliser ces différents intrants-là. Puis au niveau des modèles, on a différents grands types de modèles. Le premier grand type de modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle de type statistique. Okay? C'est ce qui comprend l'apprentissage automatique ou le machine learning en anglais. Et l'apprentissage automatique, généralement, on catégorise en 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Dans ce cas-ci, le modèle s'entraîne à partir de données pré-étiquetées. Donc, par exemple, je pourrais avoir un modèle qui regarde des radiographies, puis pour chacune des radiographies, je sais s'il y a une pathologie ou pas dans la radiographie. Et par la suite, mon modèle il sera en mesure de faire la prédiction sur des nouvelles radiographies, à savoir est-ce qu'il y a une pathologie ou pas. Okay? Il ne connaîtrait pas la réponse, mais il pourrait venir prédire le résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Par la suite, il y a aussi la possibilité de faire l'apprentissage non supervisé.
Donc, le modèle ici, il tente de faire du sens à partir de données qui ne sont pas préétiquetées. Donc, je pourrais donner plein de radiographies à mon modèle. Je ne dis pas quelle pathologie les différentes radiographies contiennent. Puis ici, mon modèle viendrait juste regrouper les radiographies qui sont similaires, avec ce que lui comprend qui est similaire. Donc, ça nous permet de faire des genres de groupements des différentes radiographies. Et la troisième grande catégorie de type statistique, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Donc, dans ce cas-ci, le modèle s'entraîne par essai-erreur pour essayer d'améliorer ses actions au fil du temps. Fait qu'un exemple de ça pourrait être un robot qui contrôle ses mouvements à travers, disons, des corridors, puis apprend à bien utiliser ses caméras, ses moteurs pour éviter de rentrer dans les murs, puis à trouver son plus court chemin dans les couloirs d'un hôpital, par exemple. Okay? Dans ce cas-ci, on parlerait davantage d'apprentissage par renforcement. Le deuxième grand type de modèle d'IA, c'est ce qu'on appelle le type symbolique. Dans ce cas-ci, on n'a aucune forme d'apprentissage automatique. L'algorithme, les variables, les règles, les paramètres, tout ça, c'est défini par l'humain, c'est codé, etc. Des exemples de ces types de modèles-là, on parlerait d'ontologie, de systèmes experts, d'algorithmes de recherche. Algorithmes de recherche, c'est tout ce qui est utilisé là, dans la recherche opérationnelle avec l'optimisation linéaire, ces choses-là. Ce type de modèle d'IA, c'est généralement qu'est-ce qui a fait partie en fait des premiers SIA. On a parlé des systèmes experts dans les années 70. L'optimisation linéaire, par exemple, ça date des années 50 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Okay? Donc, c'est des modèles qui datent, mais qui sont quand même encore très, très répandus et utilisés de nos jours. Ça, c'est les modèles de type symbolique. Maintenant, pourquoi on catégorise est-ce qu'un modèle est symbolique ou statistique? Encore là, c'est parce qu'on n'a pas accès aux mêmes enjeux. Souvent, les modèles statistiques, ils vont avoir la forme de la boîte noire, vont avoir un caractère boîte noire. Pas tout le temps, mais souvent. Ce qui fait qu'ils vont amener des enjeux différents. Donc, c'est pour ça que ça pourrait être intéressant de différencier entre les deux types de modèles d'IA. Il est aussi possible d'avoir un modèle dit hybride qui combinerait soit différents modèles symboliques et statistiques ou juste un modèle qui comprend un peu les deux possibilités. Donc, ça, c'est au niveau des modèles d'IA. Par la suite, ce modèle ou ces modèles d'IA-là vont produire des extensions, vont être capables d'accomplir des tâches. Donc, encore là, dans le cadre de l'OCDE, ils ont identifié, catégorisé différents types de tâches qui étaient possibles de faire avec ces modèles-là. Puis, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau du cadre de l'OCDE, ce n'est pas spécifique à la santé. C'est vraiment dans le cadre général, mais ici, on l'a adapté au domaine de la santé. Donc, quelles sont les tâches qui seraient possibles d'accomplir? Okay, puis là, je donne juste un aperçu parce que tantôt, Jean-Noël va nous faire un aperçu là, des promesses de l'IA. Donc, au niveau des différentes tâches, ici, on a la reconnaissance, par exemple. La reconnaissance, ça correspond à quoi? Ça correspond à identifier et catégoriser les données en classes spécifiques. Donc, un exemple d'application en santé, par exemple pour un clinicien, ça serait de venir classifier les images de rétine pour soutenir le diagnostic du diabète. Un deuxième exemple de tâche, ce serait la détection d'événements. Connecter les données entre elles en temps réel afin de détecter des valeurs aberrantes, des anomalies, des événements rares. Par exemple, un exemple de SIA pour un gestionnaire, ça pourrait être le soutien à la détection de parcours de soins anormaux, par exemple des trajets très longs. Troisième type de tâche, prévision. On utilise les événements passés et présents pour prédire des résultats futurs. Un exemple de SIA pour un patient, ça serait de venir prédire le temps d'attente à l'urgence à un moment donné. Quatrième type de tâche, la personnalisation. Donc ici, on vient développer un profil pour une personne, puis on tente de s'adapter à cette personne au fil du temps. Un exemple de SIA pour un clinicien, ici, ça serait d'aider à la décision clinique pour un patient en particulier en prenant en compte ses caractéristiques pour améliorer son traitement. Par la suite, support à l'interaction. Ici, on vient interpréter et créer du contenu pour alimenter les interactions entre les machines et les humains. Donc, un exemple de SIA pour un patient, ce serait ici un robot compagnon qui inclut un agent conversationnel pour venir briser l'isolement des personnes âgées en hébergement. Et finalement, dernier grand type de tâche, l'optimisation centrée sur l'objectif. Ici, on vient chercher la solution optimale selon des critères objectifs. Donc, ça ici, il est possible de le faire par l'apprentissage automatique, mais
généralement, on va davantage utiliser l'optimisation mathématique, là, puis c'est souvent le focus de la recherche opérationnelle. Ici, par exemple, un SIA pour des gestionnaires, ce serait de venir optimiser la gestion des stocks du matériel médical. Donc, j'ai toujours donné un exemple différent, là, mais pour chacune des tâches ici, on pourrait autant avoir un SIA pour le clinicien, pour le patient ou pour le gestionnaire, mais par manque de temps, je n'ai pas eu la chance de vous présenter les différents exemples. Donc, ça, c'est mon bref aperçu que je voulais vous faire pour le cadre de l'OCDE. Bien sûr, il y a beaucoup plus de choses que cela dans le cadre, mais je vous encourage à aller le consulter si vous voulez plus de détails. Donc, en conclusion, pour la première partie, c'est difficile de venir définir l'intelligence artificielle due à sa diversité. Okay? Donc, ici, l'important, c'est peut-être pas d'avoir une définition qui est universelle, mais plutôt d'avoir une définition un peu plus spécifique, mais qui peut nous être davantage utile plutôt qu'une définition fourre-tout. Une autre possibilité aussi, c'est de venir catégoriser les différents types de SIA pour venir les différencier, parce qu'on a vu que tout dépendant de leurs caractéristiques, ça peut avoir des impacts et des enjeux différents. Sinon, comme autre piste de réflexion, j'aimerais juste soulever le fait que les derniers développements qui ont été les plus médiatisés en IA, c'est surtout des développements en lien avec l'apprentissage automatique. La plupart de ces modèles d'IA de type statistique sont généralement des boîtes noires. Des modèles qui sont peu explicables, peu interprétables. On ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur du modèle. Donc, ce caractère boîte noire-là, le fait qu'on veut prendre nos décisions des fois de façon automatique, puis aussi les différents biais algorithmiques que ces modèles-là peuvent avoir. Mais ça, c'est différentes thématiques qui soulèvent beaucoup de préoccupations légales et éthiques importantes, okay, qui est un peu en partie le sujet du webinaire de demain. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage à assister demain. Sinon, ici, je vous mets deux références si ça vous intéresse. Donc, le premier, c'est un petit lexique de l'IA en santé qui a été développé par le CHUM. Et le deuxième, c'est un abécédaire de l'intelligence artificielle dans les soins primaires. Ces deux ressources-là sont gratuites. Si ça vous tente d'en apprendre un peu plus, c'est encore là des ressources d'introduction à l'IA en santé. Et sinon, de mon côté, ici, vous avez les différentes références, mais ceci conclut ma partie. Donc, maintenant, je vais laisser la place à Jean-Noël pour compléter le tout. Merci beaucoup, Martin. Donc, moi, je peux confirmer que nos discussions ont été très riches en lien avec les définitions de l'IA et que c'est pas simple. Donc, la stratégie qui a été adoptée est excellente, à mon avis. Donc, on va poursuivre avec les usages, les promesses de l'IA avec Jean-Noël, qui est professeur adjoint en santé numérique et analyse de mégadonnées au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il est également co-directeur du laboratoire Transformation numérique en santé, spécialiste des terminologies et ontologie biomédicale. Son champ d'expertise réside dans la création et l'évaluation de la qualité et de l'interopérabilité des terminologies et ontologies biomédicales, et il s'intéresse également à l'utilisation de ces ressources dans le traitement automatique de la langue, l'extraction automatique de connaissances et dans l'intégration des informations en santé. Donc, la parole est à toi, Jean-Noël. Merci beaucoup de me donner la parole. Je voudrais tout d'abord remercier tout le monde d'être toujours présent pour nous écouter parce que c'est une belle journée ensoleillée et ça témoigne bien de l'importance du sujet. Et comme le professeur Després l'a mentionné, je vais vous entretenir sur les promesses et la maturité de l'intelligence artificielle en santé. Et c'est, comme ce qui a été précisé tout à l'heure, un travail multidisciplinaire avec différents membres de l'OBIA ici listés. Et c'était toujours la même stratégie, passer en revue la littérature grise et quelques revues de la littérature pour se faire un point de vue global de ce qui est en train de se passer dans le domaine de la santé, même si vous verrez que tout au long de la présentation, j'irai de mes propres commentaires éditoriaux. Alors, donc, sans revenir sur tout ce que Martin a longuement pris le temps de nous décrire, il était important pour moi quand même de circonscrire les outils pour lesquels nous parlerons de promesses et de maturité pour être sûr que nous parlons tous de la même chose. C'est pourquoi, sans repartir sur tout le débat philosophique que nous avons eu entre nous, je voulais revenir sur cette définition assez partagée qui consiste à dire que l'intelligence artificielle, c'est la capacité de la machine à reproduire l'intelligence humaine.
Et là, cette définition est la plupart du temps accompagnée par cette petite réflexion qui nous dit que si nous interagissons avec une machine et que nous ne sommes pas capables de faire la différence entre la présence d'un humain ou pas derrière, alors c'est que nous avons affaire à de l'intelligence artificielle. Et pour la petite anecdote, on a cet agent conversationnel de Google qui apparemment aurait commencé à développer une conscience. Mais bon, nous n'allons pas rentrer dans ce débat pour l'instant. Mais si nous restons quand même concentrés sur cette définition qui semble très générale et semble tout couvrir, nous nous rendons compte que si c'est juste la caractéristique de mimer le comportement humain, nous pouvons remonter très loin dans l'histoire et même remonter dans l'Antiquité chinoise où Yan Shi, par exemple, il avait créé un automate qui pouvait se mouvoir, qui pouvait chanter devant l'empereur de Chine, même si légitimement on peut se poser la question, est-ce que c'était intelligent, comme on dit. De façon beaucoup plus contemporaine, nous avons aujourd'hui des scientifiques et des industriels qui sont intéressés à développer des outils capables de, à partir des odeurs, faire un diagnostic de cancer. Et là, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est humain? Parce que je suis convaincu qu'aucun d'entre nous ne peut humer son voisin et puis faire un diagnostic de lymphome de Hodgkin ou bien de tumeur du côlon. Cependant, c'est des choses qui existent dans le vivant. Nous avons par exemple des chiens qui ont été déployés dans des aéroports pour humer les passagers et être capables de détecter des cas d'infection à COVID-19. Et cela semblait fonctionner tant bien que mal. Enfin, nous avons des stratégies beaucoup plus complexes, notamment la reconnaissance du visage, la reconnaissance des panneaux stop, la reconnaissance de fenêtres de voitures dans les images. Et quelle que soit la complexité utilisée pour ces reconnaissances, il est légitime également de se poser la question, est-ce que c'est intelligent ou est-ce que c'est même juste humain, ce type d'outil-là, quand en fait les animaux, les chiens, les chats sont capables aussi de reconnaître cela sans qu'on leur donne le qualificatif d'intelligence. Donc, on comprend donc que ne pas avoir la bonne définition, nous parlerons donc de promesses, certainement de maturité, d'outils qui ne correspondent pas à la définition que nous allons choisir et donc potentiellement que nous ne pouvons pas réguler, alors que la régulation, c'est quelque chose d'essentiel en santé. Alors, moi, je vais vous proposer une définition, vous ne serez potentiellement pas d'accord, mais pour nous, elle nous donnait cette capacité de pouvoir circonscrire clairement c'est quoi nous appelons promesse, c'est quoi nous appelons maturité et les outils qui sont concernés. Et donc, pour nous, ça sera la capacité d'une machine à réaliser une activité. Et c'est l'activité, elle, qui doit être associée à un effort cognitif et pour nous, pourrait nous permettre de définir l'intelligence artificielle. L'effort cognitif pouvant être tout, ça veut dire stratégie d'apprentissage, de raisonnement, d'abstraction. Et c'est cet effort-là qui est implémenté par un outil numérique. Et à ce moment, comme les outils numériques sont difficiles à circonscrire, parce que pour une même activité, on aura besoin parfois de plusieurs algorithmes d'apprentissage, de raisonnement, etc. Nous parlerons d'outils mobilisant l'intelligence artificielle. C'est ainsi donc dans les activités en santé pour lesquelles nous devons concevoir des outils numériques capables de cet effort cognitif-là que nous identifierons les promesses. Et si nous parlons aujourd'hui de promesses dans le domaine de l'intelligence artificielle en santé, c'est parce qu'il y a de nouveaux facteurs, il y a de nouveaux acteurs qui interviennent, qui font que nous pouvons entrevoir un avenir meilleur pour la suite. Et pourquoi nous pensons qu'il y a des choses qui ont changé, qui nous permettent d'entrevoir de nouvelles choses, c'est parce que dans le domaine de la santé, la donnée a changé. Nous avons de plus en plus de données. Et quand nous considérons dans le domaine de la santé ce qui est mégadonnées, ce n'est pas tant la quantité en termes de terabits, mais la diversité des données qui sont disponibles pour nous permettre de raisonner et d'apprendre. Donc, la donnée de santé apparaît rapidement comme une donnée par nature que nous pouvons retrouver dans les centres hospitaliers, dans la médecine de ville, mais également une donnée par combinaison qui va utiliser les données fournies par nos téléphones intelligents, nos montres connectées, nos données de consommation d'électricité, même notre exposition environnementale, qui, une fois combinées, vont nous permettre d'avoir une connaissance claire de l'état de santé d'une population et même d'un individu. Et pour pouvoir combiner ces données, nous avons également les nouveaux acteurs, comme Martin l'a noté, que sont l'apprentissage machine et l'apprentissage profond, qui nous assurent, bien entendu, une meilleure combinaison de toutes ces données-là. Et donc, devant ces nouvelles données et devant tous ces acteurs, pour combiner ces données et pour pouvoir prédire et inférer, nous pouvons espérer des choses à tous les niveaux. Premièrement, au niveau populationnel, nous pouvons espérer des outils qui vont nous permettre
d'améliorer notre prise de décision en santé publique. Nous pourrons donc plus ou moins mieux orienter nos décisions de santé publique, mieux cibler les populations qui doivent bénéficier en priorité de certaines vaccinations, voir si nous pouvons moduler la stratégie de mammographie ou d'examen de la prostate, vérifier que nous mettons clairement à jour les caractéristiques nécessaires pour être prioritaires pour une greffe d'organes. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui peuvent apparaître au niveau populationnel. Et si nous descendons un peu plus bas au niveau individuel et clinique, nous espérons avoir des outils qui vont optimiser la prise en charge de chaque patient, que ce soit dans les structures de soins ou à domicile. Nous pouvons aussi avoir un niveau organisationnel qui concerne essentiellement les ressources humaines et matérielles. Et il existe déjà certains outils qui vont nous permettre d'optimiser cette utilisation-là pour que ce soit efficient, c'est-à-dire consommer moins de ressources pour avoir plus d'efficacité, efficacité en termes de santé individuelle et également de santé populationnelle. Enfin, nous avons la recherche et le développement qui vont nous permettre de créer des outils certainement pour nous soutenir dans notre stratégie, dans les nouvelles méthodes à créer. Par exemple, de créer des molécules de façon totalement artificielle et voir si de façon pratique, elles pourront nous aider à soigner de nouvelles maladies. À tous ces niveaux-là, nous pouvons découper les promesses en trois grandes parties. Une partie orientation qui va consister à améliorer le parcours de soins de chaque patient, comment faire en sorte que la stratégie de prise en charge du patient soit optimale. Nous aurons une catégorie de diagnostic, comment faire en sorte que nous soyons capables de décrire et identifier la pathologie du patient de façon rapide et efficiente, en consommant le moins de ressources possible. Et ainsi, la troisième partie, c'est le traitement qui va consister à voir comment optimiser notre démarche thérapeutique et comment est-ce que nous pouvons même réduire le traitement médicamenteux tout en étant sûr qu'on pourrait avoir un état de santé optimal. Bon, dans le cadre de cette présentation, nous allons nous concentrer uniquement sur la partie clinique. Et pour cette partie clinique-là, nous allons avoir comme premier utilisateur cible des outils potentiels, c'est le patient. Et pour le patient, nous avons premièrement des outils d'auto-triage qui marchent la plupart du temps avec des outils d'auto-évaluation des symptômes qui vont nous permettre d'entrer nos signes et symptômes, avoir plus ou moins notre état de santé et avoir des orientations vers les structures de soins pour avoir la prise en charge adéquate. Nous avons également pour ces patients-là des outils d'auto-soins guidés qui vont nous permettre de mieux nous prendre nous-mêmes en charge notre prise en charge médicamenteuse, combiner cela avec certaines habitudes de vie et améliorer notre hygiène de vie. Et tous les outils précédemment cités seront la plupart du temps accompagnés par des systèmes de détection d'alerte qui vont essayer de voir s'il existe un processus d'amélioration, de détérioration de l'état de santé. Alors, pour vous donner quelques exemples, nous avons eu les questionnaires d'auto-évaluation qui allaient avec également du triage, qui ont eu pignon sur rue pendant la COVID-19. Il y en a eu partout, un peu partout dans le monde. On entrait certaines données démographiques, on entrait aussi certains signes cliniques. Et enfin, on avait cette orientation qui nous disait soit vous pouvez appeler le 911, soit vous pouvez vous isoler, soit vous devez réaliser un test COVID. Alors, ces outils-là sont aussi la plupart du temps accompagnés dans les outils de téléconsultation et elles permettent en fait d'orienter facilement vers le bon professionnel de santé quand, par exemple, on utilise certains outils de téléconsultation. Il faut dire qu'ils sont la plupart du temps basés sur des règles experts, même s'il y en a qui utilisent des agents conversationnels, mais la réalité, c'est que la règle d'inférence, l'effort cognitif qui est derrière pour l'orientation est la plupart du temps basé sur des règles experts. Nous avons également les outils d'auto-évaluation qui, elles, peuvent ne pas toujours être rattachées avec des outils d'auto-triage. Et c'est le cas, par exemple, des montres connectées qui capturent des signes vitaux et qui vont nous donner certains diagnostics pour prévenir à l'avance des survenues graves. Ici, par exemple, avec cette montre connectée, sans faire de la pub pour personne, cette montre connectée qui nous permet de savoir vous avez un risque de faire une fibrillation auriculaire, vous devez consulter votre médecin. Ça permet de ne pas attendre qu'il y ait
certaines conséquences négatives avant de pouvoir agir, même si, bon, il ne faut pas être forcément hypochondriaque. Pour les outils d'auto-soin, nous avons de plus en plus d'outils vulgarisés qui apparaissent comme des outils par défaut dans le système, dans nos téléphones, qui vont nous permettre de gérer notre prise en charge médicamenteuse, savoir quand est-ce que nous devons la prendre, si nous ne l'avons pas oublié, être capable de pouvoir interagir avec, en cas de traitement polymédicamenteux, de voir quelles sont les interactions qui peuvent apparaître, mais également avec nos habitudes alimentaires, pour voir les interactions alimentaires qui pourraient apparaître pour certains traitements. Ils sont souvent accompagnés par des alertes dans les cas de non-prise, dans les cas de détérioration de la santé et aussi des stratégies de surveillance, soit par une tierce personne ou par le médecin traitant. Ici, par exemple, je pourrais surveiller la prise médicamenteuse de ma mère, même si de façon pratique, je sais que ma mère serait contre. Alors, nous avons des outils encore plus performants et ça, nous avons ce bijou technologique, le pancréas artificiel, qui lui va combiner différentes stratégies, celle qui nous permet, à partir du glucose subcutané, d'être capable d'inférer la glycémie artérielle ou veineuse, et à partir donc d'une courbe de prédiction de la glycémie dans le temps, être capable d'identifier la possibilité de survenue d'une hyper ou d'une hypoglycémie, de créer des alertes et bien entendu de réguler les pompes à insuline directement branchées pour que l'insuline transmise soit augmentée ou réduite en fonction de la prévision qui est faite et bien sûr avec des alertes qui nous diront « Ah, écoutez, vous êtes à risque d'hypoglycémie, vous devriez manger quelque chose parce que ce risque-là arriverait dans 1 heure ou tant. » Après, donc, les patients, les utilisateurs que nous pouvons avoir, donc, ce sont les cliniciens, c'est les utilisateurs les plus importants, on va dire, où nous avons premièrement les stratégies de triage, de pré-triage, qui, comme les stratégies d'auto-triage, vont se baser sur les signes, symptômes et également tout ce qui pourrait être utilisé par un professionnel de la santé en capturant en fait les signes vitaux par les instruments médicaux. Et même si pour l'instant, la plupart des centres de triage et de pré-triage utilisent des outils basés sur des règles experts, de plus en plus de gens sont intéressés à développer des outils basés sur des algorithmes plus avancés d'apprentissage profond. Je sais par exemple que Urgence Santé est intéressé à développer ces outils d'aide à la décision qui vont prendre en compte tous les signes et symptômes du patient et tous les signes vitaux capturés pour être capable d'avoir le bon triage. Nous avons également des outils d'aide au diagnostic avec principalement l'imagerie radiologique et pathologique. Nous avons également des signes vitaux avec les ECG, un peu de génétique, mais le laboratoire un peu moins. Et avec ces diagnostics et puis ces symptômes, nous avons des études d'aide à la décision clinique qui vont orienter le type d'examen complémentaire à réaliser, le type de prescription faire et à quel dosage, prenant en compte pas uniquement la clinique, mais également les caractéristiques socio-démographiques. Les chirurgiens ne sont pas en reste, hein, ils sont aussi accompagnés par des outils qui sont en développement, qui vont permettre de mieux moduler et de mieux éviter les tremblements, les erreurs que l'on pourrait avoir, et notamment dans les cas d'endoscopie, pour permettre de naviguer de façon saine dans le corps humain. Et tous ces outils également sont reliés à des stratégies de détection des alertes en cas d'amélioration ou de détérioration de l'état de santé. Quand on va donc à la recherche d'exemples, nous avons cette belle infographie du Medical Futurist qui a été publiée dans le journal Nature, qui témoigne en fait de la grande diversité des outils qui sont développés pour les cliniciens, mais pas que, mais qui concernent tous les domaines de la santé, hein, de la cardiologie, l'endocrinologie, la neurologie, etc. Et même parfois, nous avons des outils qui sont spécifiques par pathologie. Mais quand on regarde de plus près, on se rend rapidement compte que les données d'imagerie sont les données qui sont les plus utilisées pour concevoir des outils d'intelligence artificielle. Et même quand on parle d'outils d'autres domaines, on se rend compte que ça reste également des signaux et que ça reste également des résultats de radiologie qui sont mis en avant pour pouvoir construire les outils basés sur l'apprentissage machine ou l'apprentissage profond. Donc, on se pose la question donc, de la maturité de ces outils-là en fonction des différents domaines, des sous-domaines que nous avons décrits. Et même si nous n'avons pas la prétention d'avoir analysé
tous les outils que la FDA a rendus disponibles, parce que la FDA est, pour l'heure, jusqu'à preuve du contraire, l'une des principales sources validées d'outils qui ont été annotés comme étant outils d'intelligence artificielle évalués et validés. Donc, quand on regarde cette liste de la FDA, on se rend compte que oui, la plupart des outils, de façon générale, qui utilisent de l'apprentissage machine, de l'apprentissage profond, c'est des outils d'imagerie et le reste utilise des règles experts pour la plupart du temps ou à défaut une simple régression linéaire ou logistique. Donc, on se demande pourquoi les autres acteurs, alors que l'intérêt de ce type d'apprentissage était donc, comme je l'ai dit au début, de pouvoir intégrer cette variété de données. C'est parce que pour l'instant, les outils qui sont développés sont très contextualisés et ont du mal à s'exporter parce que l'intelligence que nous produisons à l'intérieur de ces outils-là est à la hauteur de la qualité de la donnée produite. Parce que donc, ils apprennent de nos... Quand on construit des données en santé, les outils apprennent de nos activités, donc exagèrent un peu nos erreurs. Donc, parfois, c'est difficile de les transmettre. Mais une seconde caractéristique, c'est que la donnée de santé est une donnée incomplète par nature. Parce que oui, quand on regarde le processus de collecte de l'information, qu'il fait le raisonnement clinique habituel, on pose des questions à des patients, on recueille des données incomplètes, soit parce qu'on n'a pas posé la bonne question, soit on a posé la bonne question, mais on recueille des réponses imparfaites ou incorrectes. On ne note pas toute cette information et c'est quand même sur la base de cette donnée incomplète-là que l'on procède au raisonnement. Donc, pour avoir une vision complète de ce qui est en train de se passer en santé, pour avoir une vision complète, il faut avoir connaissance que la donnée est incomplète, même si pour intégrer tout ça, les gens, on parle souvent de standards, pour être capable d'intégrer toutes les données provenant de différentes sources pour avoir les données les plus complètes possibles. Malheureusement, en santé, contrairement au domaine industriel, les standards ne sont pas parfaits parce que oui, un bon standard, c'est un standard dont on ignore l'existence. Si moi, j'ai mon ordinateur ici au Canada, j'arrive en Europe, j'ai juste à changer l'embout, je le branche, tout fonctionne très bien. Je ne me préoccupe même pas du voltage du secteur, alors que ça change, c'est parce qu'il existe des standards et ces standards sont respectés. C'est ça qui permet le changement. Dans le domaine de la santé, c'est un peu plus complexe parce que oui, les standards nous permettent de représenter des notions cliniques de façon non ambiguë pour que ce soit facilement manipulable par nos ordinateurs. On peut représenter une notion clinique en faisant fi des abréviations et de la langue. Mais on n'a pas de règles claires pour pouvoir utiliser un standard plus qu'un autre parce qu'il y en a beaucoup. Et ce n'est pas en soi un problème parce que tous les standards ne correspondent pas à tous les besoins. Nous n'avons pas les mêmes besoins de granularité, nous n'avons pas le même besoin de précision et nous ne sommes pas habitués à tous les standards. Donc, tout le monde utilise le standard qui lui convient. Mais même si on utilisait le même standard, on se rend rapidement compte que nous avons des difficultés de conceptualisation de ce qui est signe et symptômes cliniques. Alors, je prends cet exemple du code E12, qui est le diabète mellitus, qui est décrit dans la classification internationale des maladies. Ce code nous dit clairement que, écoutez, si vous utilisez ce code, c'est que votre patient n'a pas un état de grossesse. Et donc, il existe deux codes qui sont complètement disjoints. Un pour décrire le diabète avec un état de grossesse, l'autre pour décrire le diabète sans état de grossesse. Bon, comme la plupart du temps, on ne fait pas forcément la recherche du diagnostic de grossesse quand on dit mon patient a le diabète, doit-on penser que l'algorithme d'apprentissage qui utilise ce code pour faire de la prédiction doit être capable de se dire, alors mon patient n'a pas de grossesse, donc je dois inférer le type d'examen complémentaire, le type de traitement tératogène potentiel qui existe, car bon, est-ce que c'est vraiment le cas que le patient n'a pas de la grossesse ou je n'ai pas pris le temps de chercher, je n'ai pas pris le temps de vérifier ou je n'ai pas même juste pas cette information qui est juste manquante. Donc, alors, si je vais conclure, c'est qu'on a une inférence qui peut être juste ne signifie pas qu'on n'infère pas pour la mauvaise raison, que ce soit à la fois dans l'imagerie ou les signaux qui utilisent des modèles très complexes. Nous avons vu des cas qui ont été publiés d'algorithmes d'imagerie qui en fait qui inféraient à cause de la position du patient, parce que quand les patients avaient la COVID, ils avaient certaines positions. Quand ils n'en avaient pas, ils étaient beaucoup plus solides, donc ils prenaient une certaine position. Et c'était la position qui était apprise beaucoup plus que la lésion histologique. C'est pourquoi l'explicabilité est centrale pour pouvoir permettre une meilleure utilisation des algorithmes les plus
avancées en santé. Et donc, la stratégie d'implémentation va demander cela. Moi, je préfère le dire clairement en ayant un peu de redondance. Une intelligence artificielle intelligente, c'est une intelligence artificielle qui sera explicable, particulièrement dans le domaine de la santé. Et dans le processus d'implémentation, il faut quand même regarder la valeur ajoutée de cette implémentation, qu'elle soit clinique, économique, organisationnelle, parce qu'il existe des défis, certes liés à l'intelligence artificielle elle-même, mais aux outils numériques en général, parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans outils numériques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Noël, pour cette présentation. Donc, on a beaucoup de temps pour les questions. C'était prévu comme ça. On espérait vraiment avoir des interactions avec vous. Vous avez ici deux experts là, qui ont passé pas mal de temps à essayer de décortiquer tout ça. Et je vais peut-être lancer le bal et revenir sur les définitions. Je sais que vous avez présenté là, deux façons de voir les choses. Il y en a plusieurs, comme ça a été dit par Martin plus tôt. Et moi, ce qui m'a toujours un peu agacé, c'est que l'intelligence artificielle qu'on dit symbolique, donc basée sur des règles, est un peu incluse dans le lot. Donc, par abus de langage, même des trucs qui sont complètement déterministes, où il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de caractère boîte noire, on inclut ça aussi dans la définition d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il n'y a pas des dangers d'inclure tout ça? Ce qui voudrait dire que les nouvelles réglementations dont on va parler demain vont s'appliquer aussi à des choses qui existent depuis très longtemps. Donc, je ne sais pas si vous faites vous entendre là-dessus, Martin, Jean-Noël. Je n'ai pas un avis, disons, très fort sur la question parce que le point de vue légal, ce n'est clairement pas mon domaine d'expertise. Mais j'imagine qu'au niveau des règles, il faut quand même différencier différents systèmes. Il y a les règles un peu comme on voit pour la COVID, où est-ce que c'est un arbre, c'est clair, il y a juste dans un endroit qu'on peut se ramasser, mais il pourrait aussi avoir un ensemble de règles, puis on pourrait se ramasser avec différents résultats contradictoires, puis au final, qu'est-ce qu'on devrait recommander? Puis là, ça serait complètement un autre système, peut-être un peu plus, disons, intelligent de comment gérer ces contradictions-là. Puis je pense qu'à l'origine, au niveau des systèmes experts, c'est un peu ça, à un moment donné, qui sont ramassés avec, c'est qu'il rentrait une multitude, un très grand nombre de règles, puis se ramassaient avec plusieurs contradictions, puis maintenant, comment les gérer, comment régler les problèmes. Sinon, j'imagine qu'au point de vue légal, c'est peut-être, au lieu de focuser sur la définition, de focuser sur les particularités. Par exemple, on utilise tel type de données peut-être sensibles, parce que je pense aussi au niveau du légal, il y a beaucoup d'enjeux, plus au niveau des données, même avant l'algorithme. Par la suite, c'est peut-être juste de dire, il faut que ce soit interprétable, il faut que ce soit. Il y aurait peut-être différents critères comme ça à établir que peu importe la méthode, qu'une personne considère ça comme de l'IA ou non, ça pourrait passer ou non le test légal. Ce serait peut-être mon petit avis personnel. Si je peux ajouter rapidement. Alors, c'est très intéressant, Philippe, parce qu'on a eu ces discussions entre nous, parce que c'est difficile de s'entendre sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et le plus important aussi, c'est les nouveaux enjeux qu'amène l'apprentissage profond, l'apprentissage machine, parce que justement, ce n'est pas explicable. Et là, on se pose la question, est-ce qu'on doit juste s'arrêter à l'intelligence, à l'apprentissage profond et à l'apprentissage et machine, parce que c'est ce qui se fait maintenant. Et ça, c'est des choses qui progressent rapidement. Et là, plutôt que de regarder la méthode, même si on se dit, oh oui, il y a des choses qui sont déjà développées, qui sont déjà utilisées, mais plutôt que de regarder la méthode qui est faite aujourd'hui, qui pourra changer demain, peut-être regarder, comme je voulais l'exposer, l'activité demandant l'effort cognitif. Ça veut dire, c'est des choses qu'on demande, c'est des actes qui sont très régulés. La profession médicale est très régulée. Poser un diagnostic, ça peut sembler difficile ou pas, là, en fonction de ses connaissances, mais ça reste régulé parce que c'est le sens de l'activité qui est très important. Donc, plutôt s'arrêter sur ce sens de cette activité-là, plutôt que sur la méthode, nous permet d'avoir une vision globale et d'inclure tout le monde, et peut-être même d'anticiper l'avenir sur les potentielles méthodes qui seront développées additionnellement. Merci. Je vois qu'il y a un commentaire sur la possibilité d'intégrer une formation sur l'IA dans le programme de maîtrise en santé publique à l'Université de Montréal. Moi, je peux vous dire en primeur là, qu'il y a un programme Novasciences financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation sur l'IA en santé qui est en développement du côté de l'Université Laval, mais avec des contributions aussi
de l'Université de Montréal, donc John Noël, Aude Motulski aussi qui vont participer à ça. Et je vais relayer dans les canaux de l'Obdia ces formations-là en 4 volets qui s'en viennent pour l'automne. Donc, on pourra creuser certains sujets plus à fond, entre autres à travers des ateliers de discussion. Il y a une question aussi en lien avec l'évolution rapide des technologies. Puis ça, un enjeu auquel on a été confronté, c'est bien la vitesse, la célérité avec laquelle les publications sortent sur ça. Et c'est difficile de suivre le fil, c'est difficile de faire un tri, c'est difficile de se positionner. Donc, je ne sais pas si vous voulez commenter sur cette célérité-là qui est caractéristique du domaine de l'IA. Je vais te laisser y aller, Jean-Noël. Alors oui, il y aura 2 choses. Il y a une célérité en termes de recherche dans l'IA, mais il faut reconnaître que le domaine de la santé, c'est quand même c'est comme un domaine difficilement perméable aux outils. Il y a des outils qui avancent, l'informatique, ça avance, il y a des choses qui se font en dehors de la santé. Et en fait, quand on se retourne vers la santé, on se dit, mais pourquoi ce n'est pas encore chez vous? C'est justement, il y a une caractéristique particulière de pouvoir voir les choses évoluer, se demander comment est-ce qu'on peut l'adapter enfin à la santé, qui est quand même un domaine beaucoup plus psychorigide, je vais dire, en termes de prudence, de ce qui est réutilisable pour la prise en charge des patients. Mais oui, il faut avoir cette capacité d'entrevoir beaucoup plus loin ce qui doit venir, etc. Et bien, ce n'est pas donné. Parce que déjà, ce qui est là, actuellement, en dehors de la santé, n'est même pas encore véritablement utilisable en santé. Merci. On a aussi un commentaire sur la qualité des données qui nous sont accessibles au Québec pour pouvoir entraîner nos systèmes d'IA. En fait, pour ceux qui sont de type statistique, là, on parlait des apprentissages supervisés, non supervisés, par renforcement. Donc, on a besoin de données de qualité. Données aussi qui sont probablement entachées de certains biais et c'est aussi difficile d'y voir clair parfois parce qu'il y a des données qu'on ne collecte pas de toute façon, là, qu'on ne peut légalement pas collecter. Donc, je ne sais pas si vous avez des opinions sur ça. C'est sûr que l'enjeu de la qualité des données en soi, bon, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse ce matin, mais il y avait un dossier là, sur les données en oncologie, entre autres, là, qui sont un peu déficientes au Québec. L'état des lieux, il n'est pas très reluisant, mais je ne sais pas si vous voulez commenter là-dessus. Bien, c'est sûr que travailler en santé, l'enjeu principal, c'est généralement les données qui ne sont pas faciles à obtenir, que ce soit au Québec ou dans le reste du monde. Puis souvent, comme Jean-Noël l'avait présenté, la plupart des solutions qui ont été déployées, c'est particulièrement en radiologie où est-ce qu'il y a des physiciens médicaux qui gèrent les données, qui les organisent, qui s'assurent que toutes les données sont disponibles. Donc, ça montre un peu aussi l'impact des données sur le développement de solutions. Alors que dans un autre domaine, comme je fais aussi des projets dans le domaine de la logistique, où est-ce qu'il y a beaucoup moins aussi, même aucun enjeu éthique à avoir juste des données de vente, des choses comme ça. Dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus simple de développer des données. Puis même souvent, les données, il y a moyen d'en générer des données fictives, mais relativement réalistes, alors que c'est dur de générer des données fictives, mais réalistes de l'évolution d'une maladie, par exemple. Oui, alors, si je peux ajouter, c'est vraiment essentiel la partie accès aux données parce que nous avons des difficultés en tant que chercheurs à avoir accès à la donnée parce que c'est d'emblée une donnée sensible, mais comme ce que je voulais présenter au début, c'est que la notion de données de santé évolue vite parce que pendant que nous, c'est difficile d'avoir accès aux données dans des centres hospitaliers, aujourd'hui, pour faire un état de ce qui se passe pour le profil clinique d'un patient, on n'a pas forcément besoin de la donnée, dite donnée de santé, parce qu'en combinant certaines données en arrière-plan, on est capable parfois de quand même construire en fait ce qui est en train de se passer. Donc, il existe un aspect éthique et légal qui se fait qui sera certainement discuté dans le webinaire suivant. On ne va pas tout dire aujourd'hui, mais je voulais ajouter qu'il y a quand même des éléments. Par exemple, en France, il est interdit de faire une collecte de données ethnographiques, alors qu'aux États-Unis, c'est possible. Et quand on fait des analyses sur l'IA, on voit que l'IA peut se tromper par rapport aux ethnies. Mais comment est-ce qu'on fait pour vérifier ce qui est en train de se passer, par exemple en France, si on n'a pas accès à des types de données qui ne sont pas utilisées? Donc, ça revient encore sur cette notion d'explicabilité
pour qu'on soit capable de se dire alors pourquoi ça a inféré quelque chose, pourquoi ça a prédit quelque chose. Il nous faut encore plus de recherche dans ce domaine. Une question aussi qui vient du public là, qui dit, sans considérer les enjeux, les obstacles et les aspects légaux, croyez-vous que l'IA sera aussi centrale dans la vie quotidienne de demain comme les outils numériques le sont aujourd'hui? Et j'ajouterais peut-être à la question, on parle de l'adoption. La prochaine étape, ça va être l'adoption. On a parlé de définition aussi des usages, mais il est beau avoir des promesses incroyables. L'adoption dans la clinique au quotidien par les patients, par les cliniciens, comment ça va se faire et est-ce que vous avez un horizon, vous pouvez vous prononcer sur un horizon en lien avec ceci? Mais je pense que l'adoption, c'est vraiment un gros obstacle parce que, par exemple, dans le domaine de la recherche opérationnelle, de la recherche sur optimiser les horaires du bloc opératoire, les horaires l'affectation des infirmières aux différents départements, bien, la recherche qui s'est faite là-dessus dans les 70 dernières années, avec des solutions très, très complexes qui pourraient couvrir à peu près tous les cas de figure. Mais quand on regarde comment c'est fait actuellement dans les hôpitaux, bien, la plupart des logiciels n'ont aucunement ces fonctionnalités-là d'optimisation. Donc, ça fait longtemps que les solutions existent, mais il n'y en a aucune ou presque qui sont utilisées dans la pratique. Donc, pour l'IA qu'on est en train de développer présentement dans le domaine de la recherche, combien de temps ça va prendre pour être mis en place? Bien, il faut avoir, je pense, des problèmes critiques, criants, urgents, puis avec un certain leadership là, qui pousse le tout de l'avant, parce que sinon, je pense que ça va prendre beaucoup de temps avant que ça se répande, disons, à travers les différents hôpitaux du Québec, par exemple. Si je peux ajouter, moi je dirais qu'il ne faut juste pas être pressé. Je pense que la vague est lancée. De toute façon, nous aurons de plus en plus d'IA, nous aurons de plus en plus de numérique dans le domaine de la santé. Que ça se fasse dans 5, 10 ans, 20 ans, ça viendra parce que c'est clairement pour moi le futur. Mais maintenant, beaucoup plus que la vitesse à laquelle ça s'implémente, là, on va regarder comment est-ce qu'on peut optimiser, mieux répartir sa place dans le domaine de la santé. Parce que oui, avec ce qui est en train de se passer, l'intelligence artificielle, on en aura partout, on en a déjà dans nos téléphones tous les jours, dans notre comportement au quotidien. Ça prendra sa place dans le domaine de la santé. Et je relais une dernière question avant de conclure, qui est plus un commentaire en fait sur l'explicabilité, l'interprétabilité de l'IA dans un contexte médical. La personne mentionne que peut-être que c'est une notion qui va devenir caduque le jour où l'IA sera supérieure aux humains en termes de justesse des décisions, etc. Donc, est-ce que vous croyez que ça pourrait un jour devenir caduque, ce caractère-là, et qu'on n'ait plus besoin de se poser ces questions-là et faire complètement confiance à l'IA parce qu'elle est meilleure que l'humain? Je pense que ça va dépendre, est-ce qu'on est capable d'avoir une garantie? Okay? Parce que quand on regarde, disons, l'IA symbolique, encore là, l'optimisation, il y a des méthodes qui sont capables de nous garantir que selon notre définition du problème, c'est la meilleure chose qu'on peut obtenir, il n'y a pas moyen de faire mieux. Donc ici, on a vraiment un certificat de garantie, il n'y a personne qui peut faire mieux. Alors que quand on regarde au niveau de l'apprentissage automatique, on n'a pas ce certificat de garantie-là. On est capable de dire, ah, mais quand je l'applique sur des nouvelles données d'un autre hôpital, bien, en moyenne, j'ai telle performance. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, à cause d'un petit changement dans les données, tout à coup, la performance ne pourrait pas diminuer. Donc, il va falloir toujours un peu comme, disons, suivre cette performance-là. C'est pour ça que je pense qu'en ce moment, il y a tant d'emphase sur l'explicabilité parce que c'est en quelque sorte, ça nous permet d'avoir une garantie de s'assurer que le système ne prend pas des raccourcis qui ne font pas de sens. Et si je peux ajouter, moi je vais citer Nicolas Boileau, je pense que ça passe bien dans le domaine de la santé. S'il y a atteint ce niveau de performance tel que fantasmé, c'est qu'il est capable de s'expliquer lui-même. D'accord? Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots plus dits viendront aisément. Donc, si l'IA a vraiment cette capacité supérieure à l'humain, elle sera capable elle-même de nous expliquer pourquoi elle a pris certaines décisions. Donc, l'explicabilité restera de toute façon centrale et on pourra toujours se dire, bon, OK, tu as inféré pour cette raison, moi, je ne reste pas d'accord ou pas. Donc, dans le domaine de la santé, on espère des IA performants là, de ce haut niveau, mais ça restera toujours l'explicabilité, la partie centrale.
Bien, merci beaucoup à vous deux pour ces réponses très éclairantes. J'espère que le public a apprécié. J'ai certainement apprécié ces échanges-là. Et je vous convie demain, même heure, même poste pour les parties 3 et 4, là, donc sur les enjeux éthiques et juridiques reliés à l'introduction de l'IA dans le domaine de la santé. J'espère qu'on pourra compter sur vous, sur ce séminaire, ce webinaire qui sera présenté aussi par l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Donc, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée.